Bonjour, voici la correction de l'activité de chimie numéro 9. Première question, combien de fleurs sont nécessaires à l'obtention de 1 kg d'huile d'essentiel? On veut donc 1 kg d'huile essentielle et dans le texte on identifie que l'information y figure très clairement. On nous précise que pour 1 kg d'huile essentielle, il faut 1000 kg de fleurs. La question 1 revient donc à savoir combien de fleurs je dois prendre pour avoir 1000 kg de fleurs. Donc pour cette question 1, on veut 1000 kg de fleurs. On m'indique qu'il y a une correspondance entre le nombre de fleurs et les kilogrammes. Cette correspondance est donnée, 10 000 fleurs correspondent à 1 kg précisément. J'obtiens donc ici un petit tableau de correspondance, comme une échelle, qui me permet de dire que pour avoir les 1000 kg de fleurs, donc dans la colonne des kilogrammes, il suffit de faire de 1000 fois 10 000, ce qui nous donne 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 7, donc 1,00 fois 10 puissance 7 fleurs. Combien de fleurs sont nécessaires à l'obtention de 1 kg d'huile essentielle? « 10 millions de fleurs sont nécessaires à l'obtention d'1 kg d'huile essentielle. Question 2. Quelle est la conséquence de la réponse apportée à la question 1 lors de l'utilisation de l'éthanoate de linalyle d'origine naturelle? S'il nous faut 10 millions de fleurs pour pouvoir obtenir seulement 1 kg d'huile essentielle de lavande, alors cette huile essentielle de lavande, l'éthanoate de linalyle, d'origine naturelle, va s'avérer extrêmement coûteux. Très coûteux. En outre, cela va demander beaucoup de temps pour l'obtenir. Le vieil adage dit que le temps, c'est de l'argent. Par conséquent, cela revient à l'argument du dessus. Très coûteux. Question 3. Quelle solution peut proposer la chimie industrielle pour pallier le problème soulevé dans la question 2 lors de l'usage de l'éthanoate de linalyle? Si l'éthanoate de linalyle d'origine naturelle est extrêmement coûteux, il est alors envisageable de fabriquer industriellement de l'éthanoate de linalyle. Cet éthanoate de linalyle de synthèse doit être 100% identique à l'éthanoate de linalyle naturel. Grand 2. Méthodologie, schématiser et réaliser un montage de chauffage à reflux. Ce schéma de montage a été vu dans le cours. Il s'agit donc d'une question de cours pour cette question 4 ici qui intervient. Je vais reprendre sur une autre feuille. Donc, petit 4. Le schéma de montage à reflux est donc constitué dès le départ d'une paillasse surmontée d'un support élévateur. Lui-même surmonté d'un chauffe-ballon. Ce chauffe-ballon doit contenir un ballon. Ce ballon est surmonté d'un réfrigérant. Ce réfrigérant est muni d'une entrée et d'une sortie d'eau. Donc réfrigérant
ce que je viens de faire. Ballon qui est présent dans le chauffe-ballon. Nécessairement un système de fixation, sinon le réfrigérant ne peut pas tenir verticalement. Et enfin, dernière précision essentielle, l'eau doit arriver par le bas du réfrigérant et sortir par le haut du réfrigérant. La raison pour laquelle la circulation d'eau doit s'opérer dans ce sens est la suivante. Dans le réfrigérant, si on fait arriver l'eau par le haut du réfrigérant, donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, l'eau va couler dans le réfrigérant pour trouver au plus vite la sortie du réfrigérant. Ainsi, l'eau ne va pas remplir l'intégralité du réfrigérant. Son efficacité est donc diminuée. La bonne pratique consiste à faire arriver l'eau par le bas du réfrigérant. Ainsi, l'eau va remplir toute la partie basse du réfrigérant, puis va s'élever dans le réfrigérant. Et pour pouvoir en sortir, doit avoir rempli l'intégralité du réfrigérant. L'efficacité du réfrigérant en est donc considérablement augmentée et son fonctionnement permet de réaliser pleinement la raison pour laquelle il est présent. Explication dans quelques instants. Les réactifs sont précisés en bas de la page 2. En haut de la page 3 figurent deux étiquettes, les étiquettes des réactifs utilisés. Et on me demande en question 5 de pouvoir compléter, lister en les justifiant pleinement les principales mesures de sécurité à prendre lors de la manipulation de ces espèces chimiques. Il est très clair donc de faire appel dans un premier temps au pictogramme, puisque c'est la première chose que l'on voit sur ces étiquettes. Donc on va faire l'analyse du linalol pour commencer. Le linalol me dit qu'il y a un problème de toxicité ou d'irritation, pictogramme à connaître. Pour l'anhydride éthanoïque, abrégé AE ici, on obtient un caractère inflammable ainsi qu'un caractère corrosif. On a donc ici 3 pictogrammes différents qui nous mettent en alerte sur 3 problèmes différents. Pour ce qui est des phrases H, nous avons pour le linalol la phrase H315. Un coup d'œil au document et l'on observe que la phrase H315 propose un côté irritant. Nous avons une deuxième phrase qui est H319, toujours pour le linalol. Cette phrase H319 stipule que cette espèce chimique peut provoquer une sévère irritation des yeux, donc à nouveau irritant. Ensuite, la phrase H335. Cette phrase H335 peut irriter les voies respiratoires, donc à nouveau irritant. En ce qui concerne l'anhydride éthanoïque, l'anhydride éthanoïque a la phrase H226, inflammable. La phrase H302, donc H226 pour la précédente. Pour la phrase H302, nocif en cas d'ingestion, nocif. Pour la phrase H314, provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Donc H314, brûlure. Et enfin pour la phrase H332, nocif par inhalation. Nocif ou nocif par inhalation. Conséquence de toutes ces observations, il est préconisé d'utiliser ces deux espèces chimiques avec une blouse, c'est toujours le cas, une paire de lunettes, des gants